Bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos de la pression qu'exerce le patient éventuellement sur son médecin. Il ne s'agit pas de jeter le dévolu sur les patients, bien entendu. On sait très bien qu'un patient qui arrive déjà dès la salle d'attente se trouve dans un relatif état d'anxiété. Ce patient, ce qu'il veut, c'est un diagnostic, la conduite à tenir et se sortir de son problème de santé. Toutefois, il arrive avec son vécu. Il a déjà été malade, s'en est plus ou moins bien tiré. Il a des antécédents familiaux, son père, sa mère. Il a peut-être vécu la maladie du père, de la mère, voire éventuellement du décès, malheureusement, de ses frères et sœurs, éventuellement de ses enfants. Il arrive aussi avec toutes ses lectures, tout ce qu'il a pu entendre sur les médias, que ce soit les grands médias ou que ce soit en consultant, vous le savez bien, Internet, les forums. Donc il arrive avec tout ce vécu, cette anxiété, et donc, à un moment donné, il veut aller vite dans le diagnostic et c'est là qu'il exerce une pression. Et vous allez le voir dans les différentes situations que je vais vous décrire. C'est un vécu et j'en ai en 50 ans. Une pelle. Et vous verrez qu'il exerce cette pression, mais toujours sans en être forcément conscient. Et c'est pourquoi je dis que c'est un non-dit. Et vous allez voir donc plusieurs non-dits au décours de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est de manière à ce que dans le parcours de soins, votre propre parcours, vous ayez conscience de vos demandes et de ce que ça exige du point de vue investissement et à gérer par votre médecin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin, lui, il travaille avec toutes les recommandations qui peuvent exister. Et Dieu sait, en 1973, quand je me suis installé, des recommandations, il n'y en avait pas. Je ne dis pas qu'on traitait au pif, mais progressivement, les études épidémiologiques, les études cliniques, les études des traitements, la labellisation des traitements qui sont reconnus par des experts, par des commissions, font que maintenant, on a une conduite à tenir et on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien entendu, on doit tout mobiliser pour son patient, c'est une règle. Et vous verrez, on parlera d'ailleurs du code de la sécurité sociale, du code de déontologie. L'éthique du médecin, c'est finalement se confond avec la déontologie. Et bien maintenant, nous allons passer justement à ces différentes descriptions, ces différentes situations que certaines peut-être que vous les avez vécues l'une ou l'autre, mais je vous réserve quelques anecdotes friandes. Vous verrez. Soyons concrets, procédons aux exemples les plus courants, quotidiens, émanant de toutes les couches sociales. Du reste, il n'y a pas d'exclusivité dans le domaine, je vous le dis tout de suite. C'est le cas classique d'un patient traité par des opiacés, de la morphine, pour des douleurs. Après 3 mois, l'heure du sevrage est arrivée, accompagné par l'aide éventuellement d'un psychologue. En vain, le patient supplie de maintenir les doses, car toute tentative s'est avérée un échec. Toute tentative d'arrêt. Après une écoute empathique, il convient d'expliquer la dépendance physique et psychologique au produit, l'épuisement de l'effet donc du traitement et enfin, toute autre aide possible que la morphine, que l'on diminuera très progressivement. Il ne s'agit pas de refouler la supplique du patient, mais de lui consacrer le temps nécessaire à l'amener à se décider. Et la décision aboutit en général au consensus. Le cas classique du patient inquiet de son cholestérol élevé qui, après 2 mois de traitement, sollicite un nouveau dosage de son cholestérol. Traitement, conseil diététique convenu et médicaments spécifiques. Il sollicite donc une prescription de biologie pour vérifier l'efficacité de son traitement. Ce dosage intervient beaucoup trop tôt pour estimer l'efficacité. Les études le prouvent. Il en est de même pour des dosages tous les 6 mois, même 1 an, voire 2, dans la mesure où le patient suit parfaitement conseil et traitement et que son poids est stable. Par contre, si le médecin a un doute
par exemple sur le suivi du traitement. Selon le profil du patient, il sera conduit à répondre à la demande du patient. Il n'y a rien de systématique. L'écoute, une certaine perspicacité du médecin vis-à-vis de son patient amènera à prescrire ou non. À propos, nous médecins, lorsque nous sommes malades, n'influençons-nous pas notre propre toubib ou le spécialiste, qui, lui, a un recul le plus objectif sur le dossier, estime qu'il convient de pratiquer un examen type biopsie, prélèvement, selon le stade où le dossier en est arrivé. Le patient médecin va peut-être suggérer plutôt une imagerie. Mais là aussi, le consensus se fera sur des arguments basés sur les données de la science, les données du dossier, pour aboutir au consentement. Cas classique, récent du reste dans ma consultation, de Madeleine, 56 ans, sur demande de l'association pour le dépistage du cancer du côlon, association départementale, vient chercher un kit de détection de sang dans les selles que je dois lui remettre. Je lui demande avant tout si dans ses antécédents, père, mère, frères et sœurs, une coloscopie a été pratiquée. Est-ce qu'elle en connaît les résultats? Pourquoi? Parce que le test de dépistage par kit ne concerne pas les patients qui, justement, ont dans leurs antécédents familiaux, soit un père, soit une mère, soit des frères et sœurs, pour lesquels une coloscopie a été pratiquée avec découverte notamment de polypes ou de cancer du côlon. Je lui explique que face à cette situation, le dépistage s'avère la coloscopie. Vous vous rendez compte, docteur, il faut voir le spécialiste, le gastro-entérologue. Alors pour avoir un rendez-vous, je ne dis pas. Une anesthésie est indispensable, il faut une hospitalisation de quelques heures, je dois m'absenter de mon travail, une journée, voire deux, si je ne me remets pas de cette affaire-là, si je suis fatigué. Alors que la recherche de sang dans les matières, c'est quand même plus simple. Mais oui, l'organisation du dépistage est fondée sur des études épidémiologiques poussées. Cette dame peut avoir une recherche négative de sang dans ses selles. Et comme elle est à risque de polype, voire de cancer, au vu de ses antécédents, ce n'est pas lui rendre un service que de lui remettre le kit de dépistage de sang dans les selles. Va-t-elle se sentir abandonnée? Je lui propose un temps de réflexion pour en reparler. Et je vous dirai que j'ai revu cette patiente qui, après discussion avec sa famille, a résolu de réaliser sa coloscopie. Parlons du 100% en matière de prescription, particulièrement pour les patients qui remplissent les conditions de prise en charge des affections qui figurent sur la liste des 30 maladies. Vous savez, l'insuffisance respiratoire, l'hypertension sévère, le diabète, la sclérose en plaques, les cancers, etc. Julien, lui, 68 ans, s'est vu reconnaître un 100% au titre du diabète. Il consulte suite à une entorse de cheville. Je passe sur mon examen, qui montre qu'il n'y a pas de fracture, c'est bien une entorse. Je prescris donc une attelle amovible, qu'on peut enlever et remettre, à portée 4 semaines. Je lui précise que cette attelle ne sera pas exonérée du ticket modérateur, pas de remboursement à 100%, ni la consultation pour ça, parce que tout cela n'est pas en rapport avec son diabète. Oh docteur, vous êtes remplaçant, mais pour ce qui me concerne, mon médecin ne complique pas les choses. Je ne règle rien en général. Quelle est ma réponse? Pourquoi payez-vous une cotisation de mutuelle si vous êtes à 100% pour tout? Le patient comprend. Je lui explique que ne pas provoquer la participation de la mutuelle au remboursement de la thème et de la consultation serait un endu pour la sécurité sociale. Du reste, si nous, médecins, faisons preuve de désinvolture dans ce domaine, et ceci à grande échelle, imaginez les sommes conséquentes attribuées à l'assurance maladie, alors que la mutuelle doit participer. Par ailleurs, sachez que les services administratifs de l'assurance maladie, collaborant avec des médecins, conseils, après contrôle, peuvent réclamer à tout médecin de combler cet indu. Et le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale peut du reste intervenir. Mon patient, surpris, s'est rendu compte de sa responsabilité et de ma responsabilité. Il en est de même pour un accident de travail ou une maladie professionnelle qui a été reconnue par la Caisse de sécurité sociale. Toute prescription, que ce soit médicaments, prise de sang, imagerie, directement en rapport avec la pathologie en question, est prise en charge à 100%.
même sans avance de frais, mais pas pour un problème sans rapport, comme un lumbago survenu à la maison, en dehors du travail. Je voudrais évoquer aussi cette pression de patientes qui souhaitent répéter les mesures hormonales, thyroïdiennes, de façon très rapprochée lorsqu'elles sont sous traitement. Dans la mesure où aucune plainte spontanée, dans la mesure où la recherche par l'interrogatoire et l'examen de la patiente ne mettent pas en valeur un déséquilibre hormonal, précisément thyroïdien, dans la mesure où le précédent dosage était correct, voilà quelques mois, dans ces conditions, le médecin, en principe, programme le bilan 1 ou 2 fois par an. Bien entendu, là encore, il faut expliquer. Le plus souvent, l'anxiété de la patiente s'estompe. Rassurez-vous, les hommes aussi exercent une pression que l'on rapporte à une forme d'angoisse, bien entendu, n'accusons pas outrageusement. Vous connaissez le PSA, l'antigène prostatique, spécifique de la prostate? Un dosage biologique sanguin spécifique de la prostate que nous surveillons une première fois à 50 ans, puis selon un rythme répondant aux recommandations scientifiques. La surveillance ne sera pas la même si le patient a un antécédent paternel ou fraternel de cancer de prostate. Si le patient lui-même se plaint de troubles, laissant suspecter un obstacle à la miction. Rappelez aussi que le dosage du PSA peut être dans les clous, la présence sournoise d'un cancer. Rappelez que le toucher rectal, à lui seul, peut révéler un cancer. Ce toucher rectal est à pratiquer en priorité par rapport à la mesure du PSA. Eh bien oui, quelques patients insistent auprès de nous pour une mesure tous les ans. Comment résoudre cet empressement? Par l'écoute de ce que c'est ou croit le patient. Lui demander d'où vient son information. Passer ensuite à l'explication la plus honnête et convaincante possible. Ne lâcher son patient qu'après qu'il ait témoigné sa confiance. N'oubliez jamais qu'un médecin vit très mal la perte de confiance d'un patient. Il est possible de remettre aussi une fiche au patient, une fiche papier, ou un conseil de consultation d'une référence labellisée sur Internet, adaptée pour les patients, émanant par exemple de la Société française d'urologie pour la prostate ou de l'Institut national du cancer, voire la Haute Autorité de santé. Du reste, je vous mets les coordonnées des sites en question dans la description. Pression aussi pour des examens qui ne répondent nullement à une nécessité, toujours selon un examen du patient. Avant de dire non, on examine le patient. Je pense à des imageries type scanner ou IRM dans le cadre de lumbago, ou de lombalgie récente ne laissant pas suspecter d'hernie discale, de pathologie infectieuse, ou inflammatoire, ou tumorale sur le rachis. Il n'y a pas de perte de la sensibilité, de la motricité au niveau des membres inférieurs, pour lequel le traitement médical est le premier geste. Selon l'évolution et le nouvel examen, je suis conduit à commencer par une simple imagerie radiologique, voire une prise de sang pour rechercher l'état inflammatoire ou autre. La règle serait d'ailleurs d'attendre au moins 6 semaines. À voir. Rassurez-vous, le médecin reste maître de ses prescriptions, mais avec l'arrière-pensée de pouvoir se justifier face à ses pairs les plus référents. Il nous arrive, comme je vous ai dit préalablement, qu'on discute entre confrères, qu'est-ce que tu ferais, voilà, qu'est-ce qu'on dit actuellement sur ce tien. Voilà, quelques anecdotes que je vous avais promis. Docteur, pouvez-vous inscrire sur mon ordonnance du calcium pour mon chat? Il vieillit, il ne court plus comme avant, et je sais qu'avec l'âge, comme les humains, il se décalcifie. Malgré tout que je me suis dit face à cette patiente qu'elle était honnête. Elle ne m'a pas demandé du calcium pour elle. Elle ne m'a pas caché que c'était pour son chat. Manipulation, preuve de confiance. Bien entendu, on ne sacrifie pas son éthique. Cette jeune dame, trentenaire, docteur, pourriez-vous me faire un certificat pour que je puisse quitter mon appartement car je souhaite vivre avec mon ami. Pour quitter mon appartement, j'ai un préavis obligé de 3 mois.
Si je quitte avant ces 3 mois, je paie à mon bailleur autant de mensualités, ce qui ferait pour moi 3 mois 2100 euros. Il nous faut trouver un motif médical. Je dis bien l'expression « il nous faut ». Ah. La patiente devait me préciser que si son médecin était présent, il lui ferait ce certificat. Bien entendu, j'ai évoqué cela avec mon collègue, très contrarié par l'opinion de sa patiente. Même envahi par une relative empathie, s'il en est dans cette situation, quelle est votre opinion? Pierre Reverdis, qui est un poète français du XIXe siècle, a écrit « L'éthique et l'esthétique du dedans ». Dans les années 70, je me souviens de ce jeune homme qui travaillait dans une usine de prêt-à-porter. « Docteur, vous n'êtes pas sans savoir que mon usine est en grève, enfin. Beaucoup d'employés sont en grève, depuis 2 jours. Et ça va continuer vraisemblablement sine die. Je vais perdre beaucoup d'argent, bien sûr, je suis d'accord avec mes collègues grévistes. Nous sommes plusieurs à vouloir travailler malgré tout, mais vis-à-vis de mes collègues grévistes, je serais mal. Pourriez-vous me faire un arrêt maladie? Après avoir écouté les difficultés financières du patient, après avoir recherché les signes de déstabilisation psychologique de mon patient, des signes de retentissement physique, disons somatiques, comme le sommeil, l'appétit, troubles du caractère, j'ai considéré là encore que ce patient était honnête à mon égard, en ce sens qu'il n'avait pas endossé une construction de symptômes pour obtenir un arrêt de travail. Je lui ai dit explicitement, après un long échange, il a compris que son médecin lui refusait l'arrêt de travail. En le raccompagnant, je lui ai posé cette question. Votre arrêt de travail en main, votre confiance à mon égard, que serait-elle devenue? Sans vouloir m'ériger en moraliste, votre propre honnêteté à vos yeux, comme tout confrère. Je me souviens de ce jour en avril 1973 où j'ai prêté serment devant les conseillers de l'ordre des médecins et son président, m'engageant à respecter le code de déontologie au décours de ma pratique. Code de déontologie, éthique du médecin, sont très proches bien entendu. En résumé, il est écrit dans le Code de sécurité sociale, et je vous mets dans la description cette partie du Code, cet article. Compte tenu des données de la science, le médecin est libre de ses prescriptions les plus appropriées. Il doit se limiter à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité de ses soins. En somme, si les prestations diverses coûtent, ce n'est pas un souci pour moi médecin ou pour mes confrères, dans la mesure où ces soins sont indispensables et répondent aux recommandations officielles et aux données actuelles de la science. Je me dois de soigner mon patient au mieux. Oui, le patient fait pression parfois, mais les médecins exercent avec une foultitude aussi d'astreintes, sans rapport avec le patient. Du reste, je pense que je vous ferai une vidéo sur toutes les pressions subies par le médecin dans sa pratique médicale. Et je peux vous dire qu'en 50 ans, je peux vous en donner. Il me reste à vous remercier de votre écoute sur ces non-dits aux patients. Je cherche, dans le fond, à vous rendre service au décours de votre parcours de soins. Mais n'oubliez pas de consulter éventuellement les sites dont je vous ai mentionné les liens dans la description, sous la vidéo. J'attends toujours vos commentaires, bien entendu, qui me seront utiles. Ne vous privez pas de liker sur le pouce levé sous la vidéo. Abonnez-vous pour être informé des vidéos suivantes. Et bien sûr, à plus tard.